Aujourd'hui, on va se pencher sur un concept économique essentiel, celui des externalités. Et pour bien comprendre, on va partir d'une histoire toute simple, une histoire d'usines, de rivières et de pêcheurs. Vous allez voir, c'est une situation qui illustre parfaitement comment l'économie essaie de répondre à des problèmes très concrets. Alors, plantons le décor. Imaginez le maire d'une petite ville face à un vrai casse-tête. D'un côté, il y a une usine qui fait tourner l'économie locale, qui crée des emplois. Et de l'autre, des pêcheurs qui, eux, voient leur gagne-pain disparaître à cause de la pollution de cette même usine. C'est le conflit classique entre l'industrie et les ressources locales. Et c'est là que ça se complique, parce que la loi, elle, est du côté de l'usine. L'entreprise a le droit de polluer. Alors, face à ça, on fait quoi? On essaie de voter une nouvelle loi? On laisse faire en espérant que ça s'arrange? Ou est-ce qu'il y aurait une autre solution? C'est ce qu'on va explorer ensemble. Bon, voilà notre étude de cas. C'est le conflit central qui va nous guider tout au long de cette analyse. D'un côté, les intérêts de l'usine. De l'autre, la survie des pêcheurs. Et bien sûr, la santé de la rivière. Alors, avant de tout de suite appeler l'État à la rescousse, la première question qu'un économiste se pose, c'est est-ce que les gens concernés peuvent trouver une solution par eux-mêmes? On va donc commencer par regarder les solutions privées, et la plus évidente, c'est la négociation. Ce qui est fascinant ici, c'est quand on regarde les chiffres. La logique est purement mathématique. Les pêcheurs vont perdre 7 millions d'euros. Installer des filtres, ça coûte 5 millions. Pour les pêcheurs, le calcul est vite fait. Ça vaut le coup de payer eux-mêmes les 5 millions pour les filtres de l'usine. Non seulement ils sauvent leur business, mais en plus, ils font un bénéfice net de 2 millions sur le long terme. C'est une solution gagnant-gagnant, et tout ça sans la moindre intervention du gouvernement. Et cette idée, elle a un nom en économie. C'est le fameux théorème de cause. En gros, ce qu'il nous dit, c'est que si les règles du jeu sont claires, ici on sait que l'usine a le droit de polluer, et si négocier ne coûte pas une fortune, alors les gens peuvent s'arranger entre eux. Et ils trouveront la solution la plus efficace pour tout le monde, peu importe qui avait raison au départ. Le problème, bien sûr, c'est que ce théorème ne marche que dans un monde un peu idéal. Il faut que les coûts de transaction soient bas. Imaginez si les frais d'avocat pour rédiger l'accord dépassaient les 2 millions de bénéfices. Le jeu n'en vaudrait plus la chandelle. Et puis, il faut que le pouvoir soit équilibré. Si notre usine est une multinationale géante, elle peut tout simplement envoyer balader les pêcheurs. Mais il y a une autre piste, une approche plus subtile. Ce sont les nudges, les petits coups de pouce. L'exemple le plus connu, c'est cette histoire de fausse mouche dessinée au fond des urinoirs de l'aéroport d'Amsterdam. Il n'y avait aucune obligation, aucune amende, mais, juste par jeu, ça a incité les hommes à mieux viser. Résultat, des frais de nettoyage qui ont chuté. Et ça, c'est une illustration parfaite de la pression sociale. Pour notre usine, la peur d'être pointé du doigt, d'avoir une mauvaise réputation, ça peut être un nudge extrêmement puissant. La crainte d'un boycott des consommateurs peut la pousser à installer les filtres de son propre chef. Pas par obligation légale, mais juste pour soigner son image de marque. Mais bon, soyons réalistes. La négociation directe et la pression sociale, ça a ses limites. Surtout quand le problème est énorme et touche des millions de personnes, comme le changement climatique par exemple. Quand les solutions privées ne suffisent plus, c'est là que l'intervention de l'État devient souvent inévitable. Ok, donc là on change complètement de braquet. On laisse de côté les outils privés comme la négociation ou les nudges pour s'intéresser à la boîte à outils du gouvernement. Et dedans, il y a principalement deux options, la réglementation directe et les taxes. La première approche, la plus classique, c'est la réglementation, le fameux commander et contrôler. L'État dit « vous n'avez pas le droit de dépasser tel niveau de pollution, point ». C'est clair, net, mais c'est aussi très rigide. Ça n'encourage pas les entreprises à faire mieux que la norme. Et puis, soyons honnêtes, ces normes sont souvent le fruit de compromis politiques, pas forcément d'un idéal scientifique. Passons maintenant à la solution que, bien souvent, les économistes préfèrent. C'est une approche jugée plus élégante, plus fine, parce qu'elle utilise les mécanismes du marché pour résoudre le problème au lieu de lutter contre eux. Il s'agit de la taxe pigouvienne, du nom de l'économiste Arthur Pigou. Et l'idée, franchement, elle est géniale de simplicité. On fait payer aux pollueurs une taxe qui correspond exactement au coût des dommages qu'ils causent à la société. D'un coup, le coût de la pollution n'est plus un problème pour les autres, il est internalisé. Il devient une ligne dans le bilan comptable de l'entreprise. En théorie, c'est magnifique, c'est juste, c'est efficace. Mais en pratique, ça soulève une question immense. Comment on fait concrètement pour calculer le coût social exact d'une rivière polluée ou d'une tonne de CO2 dans l'atmosphère? Quel est le juste prix de la pollution? Voilà, on y est. C'est ici que tout devient vraiment compliqué. Le défi, c'est de réussir à mettre une étiquette avec un prix sur des choses qui, par nature, n'en ont pas. Des choses comme un paysage magnifique, un air pur ou la simple existence d'une espèce animale. Le premier gros problème, c'est qu'il n'y a pas de marché pour une rivière.
Alors, une des méthodes des économistes, c'est de regarder ce que les gens dépensent pour en profiter. Pour nos pêcheurs, par exemple, on pourrait additionner le prix de leur canne à pêche, de leur permis, de l'essence pour venir. La somme de tout ça donne une idée, une sorte d'indice de la valeur qu'ils accordent à la rivière. Tenez, un exemple concret. Pour évaluer la valeur de cette réserve naturelle au Costa Rica, des économistes ont calculé tout ce que les milliers de touristes dépensent chaque année pour la visiter. Billets d'avion, hôtels, guides. Ils sont arrivés à ce chiffre, 125 millions de dollars. C'est une façon de donner un prix à quelque chose qui, à la base, n'en a pas. Mais la valeur d'une chose ne se limite pas à son utilisation. Pensez-y, beaucoup de gens sont prêts à donner de l'argent pour protéger la forêt amazonienne, même s'ils savent très bien qu'ils n'y mettront jamais les pieds. C'est ce qu'on appelle la valeur d'existence. Et pour la mesurer, eh bien, pas le choix, il faut demander directement aux gens, via des sondages, combien ils seraient prêts à payer. Et regardez ça, c'est assez fou comme exemple. À Vancouver, on a demandé aux habitants combien ils paieraient pour que l'eau de la baie soit assez propre pour s'y baigner. Et la réponse moyenne était de 34 $ par an, même de la part de ceux qui disaient ne jamais vouloir y nager. C'est juste la valeur de savoir que l'eau est propre. Et ce n'est pas tout, loin de là, il y a encore deux énormes problèmes. D'abord, comment on prend en compte les générations futures? Combien vaudra un air pur pour nos arrière-petits-enfants? Et puis il y a le problème de l'honnêteté. Dans les sondages, les gens peuvent avoir tendance à tricher. Soit ils gonflent les chiffres en se disant qu'ils ne paieront pas, soit ils les minimisent par peur de voir leurs impôts augmenter. Et tout ça, ça nous amène au cœur du dilemme de l'économiste. C'est une tension permanente entre, d'un côté, une théorie magnifique, élégante sur le papier, et de l'autre, une réalité incroyablement complexe, désordonnée et pleine d'incertitudes. S'il y a une chose à retenir de tout ça, c'est bien celle-ci. Le principe du pollueur-payeur sonne comme une évidence. C'est juste, c'est efficace en théorie. Mais dès qu'on essaie de l'appliquer pour de vrai, on se heurte à des montagnes de difficultés pratiques. Au final, ça nous laisse avec une question fondamentale qui dépasse de loin le seul domaine de l'économie. Décider du prix de la pollution, c'est en fait une manière de se demander en tant que société quelle valeur on accorde à la nature, à notre santé, à l'avenir. Et ça, c'est un débat qui est très, très loin d'être terminé.